16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans l'Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien, c'est Bern to be alive. Oui, enfin, vous allez devoir un minimum être maître de vos moyens quand même, Stéphane, hein, ne serait-ce que pour répondre à ce quiz où la mauvaise foi succédera aux approximations historiques. Mais le quiz est le seul moment de l'émission où c'est assumé. Non mais là vous êtes vraiment insolent, hein, Jean-Luc. Allez, jouons. Eh ben, écoutez, mais si vous le demandez si gentiment, on va jouer. Une question pour vous, Stéphane. Oui. Il y a des mots français qui viennent de l'étranger, comme il y a des mots étrangers qui viennent du français. Oui. Par exemple, en anglais, pour dire étranger, eh bien, c'est un mot du XIIIe siècle d'origine française. Vrai ou faux? Foreigner, je crois que c'est vrai. Je crois que foreigner, ça vient du français. Oui, j'ai entendu ça. Oui. Mais de quel mot en français? De quel mot? Ah bah vous m'avez pas demandé le mot. Ah d'accord, Foreigner. écoutez, excusez-moi, oui, j'en ouais. demande beaucoup trop. mais- René. Oui. Forain. Ça vient du forain, c'est-à-dire l'itinérance en fait. Oui. Ça vient du mot Ouais, forain. c'est vrai. On part Et sur un... foire. on Ça part vient sur du un- mot, c'est ça vient vrai. du mot foire peut-être. Foire, forain, c'est-à-dire l'itinérance. Hein. Voilà, il avait déjà tout trouvé. Essayez pas de ramasser le butin comme ça à la fin. Vous avez vu, hein, Ah, la c'est mode, moche, Je suis hein, totalement vous avez- désintéressé à l'affaire. Moi, j'essaie d'apporter quelques compléments d'information. En tout cas, Stéphane a dit vrai. Vous avez gagné. Vous avez gagné, tout à fait. On parle de foreign, eh bien cela vient de l'ancien français forain. Car au Moyen-Âge, le forain était tout ce qui était étranger. D'ailleurs, à cette époque, dès qu'on venait d'une autre localité ou d'une autre région, on était étranger. Une question pour vous, Clémentine. Alors, ça va être très facile. Hasard de la programmation. Normalement, si vous ne vous êtes pas endormi pendant le premier récit de Stéphane, ça devrait aller. On connaît l'histoire d'Henry Ford aux États-Unis. Vous avez bien suivi tout ce qu'a dit Stéphane. Donc, grâce à la standardisation et la taylorisation, on va abaisser drastiquement les coûts de production. Bon, ok. Henry Ford était aussi un peu macho. Au début de la Première Guerre mondiale, il déclare connaître les responsables du conflit par une théorie fumeuse, puisqu'il désigne les femmes. Vrai ou faux? Oui, je pense que c'est. Vous dites à quelle époque? Ça, c'est Première Guerre mondiale. Première Mais Guerre après mondiale. la Première Guerre ou avant? Parce que- Au début. Ah, au début. Oui, parce que les femmes ont été mises au travail pendant la guerre, et à la fin de la guerre, elles occupaient des emplois dont les hommes avaient été privés par conséquent, puisqu'ils se battaient, et il y a eu un très important chômage à la fin de la guerre de 14. À Chicago, sans doute aussi à Détroit, justement, il y a eu des grands mouvements racistes, un grand regain du Ku Klux Klan, parce qu'on considérait que les Noirs, les femmes piquaient le travail, mais c'est plutôt à la fin de la guerre, c'est ça qui m'étonne. Vous dites que là c'est au début, mais qu'Henry Ford était capable de dire une chose pareille, je le crois volontiers, je réponds. Vous pensez qu'il pensait que c'était les femmes le problème? C'est les Noirs. Non, il a plutôt incriminé les Noirs que les femmes. Donc ce ne sont pas les femmes, vous répondez faux, c'est ça? Oui. Ok. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Non, lors d'une réunion avec les hauts cadres de son entreprise, il déclare « Je sais qui est la cause de la guerre, ce sont les banquiers judéo-allemands ». Ah oui, voilà. Voilà. Donc, j'étais quand même, j'étais pas dans les. On est toujours dans l'antisémitisme décrit tout à l'heure par Stéphane. 20 avril 1939, Hitler fête ses 50 ans. Là, on est sur une thématique, hein, je vous préviens. J'imagine que tous ses amis lui font une petite fête. Ce qu'on sait par contre, c'est que Henry Ford, encore lui a fait un cadeau étonnant, une Ford T, à savoir la voiture qui a fait sa fortune et qui est produite à la chaîne. Mais il va lui offrir en version mini, avec seulement 2 places. Vrai ou faux? Ok, il puisse mettre Göring avec lui. C'est parti en goguette. Un genre de smart. Je sais que Henry Ford a offert une Ford au chancelier. Mais Stéphane, ça devait pas être à 2 places. Pas de Pourquoi est-ce place. qu'il l'aurait Et là, Parce- c'est pour ses 50 ans. Elle était peut-être ou Non, plus mais- rapide, ou ouais. plus, au contraire, plus dorée, Oui, mais ou pas, plus pas une noire, mini, tu vois, non. pas une mini. Pas une mini. capitonnée. Pas un couplet, Alors, dirais non. vous diriez non. On écoute la réponse. Vous avez encore gagné. Bravo. Non, il lui a pas offert de voiture pour ses 50 ans. Par contre, il lui a donné 35 000 Reichsmarks. Ah, quand même. Eh ouais, c'est vrai que quand on sait pas quoi offrir, un peu de sous, ça fait toujours plaisir. Ah, il a financé les bonnes œuvres d'Hitler. Ford. Bonnes œuvres, je sais pas si on Je sais peut pas, dire ça c'était comme ça. dans sa poche directement. Ouais. Oui, c'était peut-être son argent de poche. Ouais. Une question pour Clémentine, en espérant qu'elle va égaliser et qu'on aura droit à la question pour vous départager. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Ivan Rebrov, et donc, à Si j'étais riche, on va parler de richesse aujourd'hui. Andrew Carnegie fut le 4e homme le plus riche de tous les temps. Le 5e étant, vous le savez, Stéphane Bern. Non. Bernard Arnault. Alors, il est loin derrière vous. Non, mais j'aimerais. Andrew a eu la riche idée de produire de l'acier au moment où les États-Unis misaient à fond sur le chemin de fer.
En 1892, il part en Italie en vacances. Une grève éclate chez les sidérurgistes. 2 mois plus tard, le principe d'une retraite est validé. Vrai ou faux? La retraite, ça a commencé, je crois que les premiers à avoir eu une retraite comme ça prise en charge, c'était les marins. Et je ne suis pas éloignée de penser que c'est à la fin du 19e. Et que... C'était suite à une grève. Non, c'était pas suite à une grève. Tandis que pour Carnegie, ça aurait été en voyant une grève. Oui, mais c'était parce que c'était peut-être une grève pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire, il a peut-être vu des vieux ouvriers épuisés, donc il s'est dit, mais oui, après tout, il y a un moment, il faut arrêter de bosser et prendre en charge... Non. Non. Beaucoup de chemin pour démontrer l'inverse de ce que vous là, c'est démontrez. une histoire triste pour enfants riches. Non. Donc non, il n'a pas vu. Il s'est pas dit, très bien, je vais donner la retraite à mes salariés. Non. Ok, eh ben, on écoute la réponse. Vous avez Encore gagné! C'était faux. Les ouvriers se sont mis en grève car les salaires avaient été baissés de 18% suite à la fin d'une convention collective. Il y a eu une grève. Une milice est embauchée. 16 morts plus tard, le travail a repris. Ah oui. Voilà, ça rigolait pas. Voilà. Et il va y avoir une question pour vous départager. Alors Stéphane, comme vous êtes franco-luxembourgeois, j'imagine que vous pourriez nous chanter à la fois la Marseillaise ainsi que le Ons Himmelscht, J'allais pas m'y risquer. notre patrie. Voilà. Vous voulez nous la chanter ou... Je chante tellement faux. En tout cas, vous chantez pas fort. Dites-nous patrie en luxembourg. Himmelscht, notre patrie, Himmelscht. Himmelscht. Parce que c'est Heimat en allemand. Oui, Himmelscht. C'est loin, hein. Himmelscht. Ouais. H-E-M-E-C-H-T. Oui. Alors voici ma question. Une question hymne. Souvent, les paroles sont écrites pour montrer ses muscles. Enfin, Oui. quel pays cite dans le texte de son hymne l'Autriche comme ancien ennemi? L'Italie. Ah, j'ai plusieurs propositions. Ah bon? L'Italie, Oui. la Hongrie, la Slovénie ou l'Ouganda? L'Italie. Mais attendez. Attends, il y a un piège là. Si ça se trouve, ça va être l'Ouganda, c'est ça qui serait comique. La Hongrie. Ça peut pas être la Hongrie, parce que la Hongrie faisait partie du même oui, empire. elle est autrichienne, alors, Et- mais comme l'Italie, mais moins, c'est fait moins dans la Peut-être la violence. Slovénie, parce que ils sont Moi, je dirais détachés. l'Italie ou l'Ouganda. Je trouve l'Ouganda, je trouve ça rigolo, mais pourquoi est-ce que l'Ouganda serait... Parce que ça peut Parce que en fait, la Slovénie, je dirais. La Slovénie pour moi, je reste Stéphane. sur l'Italie. L'Italie C'est pour plus banal, Clémentine. Et le vainqueur ou la gagnante, c'est Clémentine, c'est l'Italie. Ah, Il fallait aller vers le plus logique, en fait. Ouais. 1847, Goffredo Mameli a 20 ans quand il a écrit les paroles du chant des Italiens, aussi appelé Fratelli d'Italia. L'Autriche et l'Italie sont en pleine tension. Voici les paroles. L'aigle d'Autriche a déjà perdu ses plumes. Il a bu le sang d'Italie, mais cela lui a brûlé le cœur. En tout cas, bravo, c'est une victoire Bravo. de Clémentine. J'en suis bien aise. oui, vous aimez gagner. hein. Oui. J'ai la win. Merci Clémentine, à lundi. Europe 1, Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Gavin Clémente Ruiz et nos personnages du jour qui filent droit à Détroit. Après les infos, je vous raconte un aventurier français qui a filé droit vers le nouveau monde et fondé la ville de Détroit, Antoine de la Motte Cadillac. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter une icône de la musique qui a traversé les modes et les époques en restant, elle, toujours à Détroit. Oui, Diana Ross, la star de la Motown, le label de Détroit, dans lequel elle filait droit avant de s'émanciper. L'occasion évidemment d'entendre quelques-uns de ses plus grands tubes. Ah, vous allez chanter? Non, je vais épargner ça aux auditeurs. Je vais me contenter de passer des extraits de ses disques. Oui, ce sera mieux, bien, beaucoup mieux. Europe 1, historiquement vôtre.